Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 10 août et je profite du vernissage pour vous présenter les artistes qui exposent ici jusqu'au 15 septembre. Soit Dominique Rossetti avec son exposition Un monde d'inspiration, Marco Pilotto et son exposition Pastis, pétanque et fumigène, le Centre d'archives régional en Charlevoix qui sont avec nous, donc M. Rosard Tremblay et Mme Christelle Lavoie, qui, eux, nous présentent leur exposition Regard sur Félix-Antoine Savard. Également, j'ai dans le hall d'entrée une exposition hommage aux gagnants 2019 des Prix du patrimoine en tant que porteurs de tradition. Donc, il y aura également une entrevue avec Mme Diane Dufour, qui est acéricultrice, et M. Pierre Dufour, qui est chanteur-compositeur de musique folklorique. Alors, bonne émission. La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Un monde d'inspiration et est présentée par M. Dominique Rossetti, que j'ai la chance d'avoir avec moi. Bonjour, M. Rossetti. Bonjour, Pascal. Heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Ça fait plaisir aussi. Donc, on va commencer peut-être en vous demandant d'où vient votre intérêt pour les arts? Bon, écoutez, je suis né en Europe, comme mon accent le laisse penser. Quel pays? Comment? En quel pays? Alors, justement, c'est ça l'intéressant, c'est qu'en fait, je suis né en Savoie, là où sont les Alpes françaises, mais mon nom est d'origine piémontaise, le nord de l'Italie. Alors évidemment, on me dirait, c'est sûr qu'il y a des antécédents artistiques, au moins de l'origine, si on peut dire, mais on essaye toujours de se trouver des origines avec des artistes. Et bon, moi, je pourrais en avoir un, en fait, qui s'appelait Dante Gabriel Rossetti, c'est le Rossetti qui est connu, et qui n'est pas un peintre italien, comme son nom l'indiquerait, qui est en fait un peintre anglais qui a fondé une école, l'école pré-raphaélite, avec Burne-Jones et tout. Alors, j'aimerais avoir des antécédents avec lui, j'en ai aucune idée, mais disons, j'aimerais ça. Alors, après ça, c'est sûr que quand j'étais enfant, j'ai eu rapidement des qualités comme dessinateur. Mes maîtresses d'école, maîtres d'école m'ont souvent révélé que j'avais des arts. Alors, mes parents avaient aussi ces habiletés dans le dessin. Donc ça, c'est évident que ça pourrait être un de mes liens avec l'intérêt pour l'art. Mais pour vous dire la franche vérité, par la suite, j'ai été, comme beaucoup de gens de ma génération, influencé par la bande dessinée. Donc là, j'ai eu une carrière brève, mais florissante dans le domaine de la bande dessinée, dans la caricature, dans le dessin. Et de là, je suis allé à la plume, et j'aimais beaucoup la plume. Et j'ai même développé une technique de plume sur maçonnite. En fait, quand vous parlez de la plume, on parle de langue de Chine? De langue de Chine, c'est ça. Et en fait, quand on dit maçonnite, c'est en fait le formica, c'est cette matière-là qui permettait de faire un trait précis et surtout d'être effaçable sans laisser de traces. Donc j'ai fait ça, je fais ça beaucoup. Donc ça a été vraiment un bon lien. Lien avec la bande dessinée et aussi une certaine fascination pour l'art de la Renaissance, pour les dessinateurs de la Renaissance, et en particulier pour ceux qui aiment le dessin et connaissent Albrecht Dürer, qui est un des grands peintres allemands et qui a travaillé beaucoup sur la plume. Okay. Vous diriez qu'ils vous ont influencé dans votre créativité? Oui. Ben, au niveau de la bande dessinée, nous, on a été des adeptes de la revue qui, je ne sais pas si elle a été publiée au Québec, mais s'appelait Pilote, et on a connu en fait Gottlieb. Certains ont lu la rubrique à braque de Gottlieb, qui m'ont beaucoup inspiré à l'époque, Reiser, qui est d'ailleurs un de ceux qui a été tué lors de l'attentat à Paris il y a quelques années, qui m'ont inspiré. Bruno Crépax, qui faisait quelque chose un peu de science-fiction, qui m'ont aussi beaucoup inspiré. En tout cas, c'est ça, mais au départ, mes intérêts, on en parlera par la suite. Oui. Donc là, on va se rapprocher un peu de l'exposition ici. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle à ça, surtout ma vie professionnelle, on a eu une vie professionnelle avec mon épouse qui nous a amenés dans 8 pays, qui nous a fait vivre 22 ans à l'étranger. Et donc, en fait, dans ces pays, ce qui a été fondamentalement intéressant, c'est les rencontres avec les personnes de ces différentes cultures qui m'ont amené, par exemple, au Congo, qui autrefois s'appelait Zaïre, qui a permis de rencontrer des artistes qui m'ont introduit à la sculpture.
ce que j'aurais jamais fait, la sculpture sur bronze, ce que j'aurais jamais fait si j'étais resté probablement au Québec, parce que c'est très dispendieux de faire de la sculpture sur bronze. Donc ils m'ont amené à ça. Par exemple aussi, de mes dernières affectations, parce que j'étais diplomate, j'étais ambassadeur, ça a été le Soudan. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand artiste qui m'a amené aussi à participer à des ateliers, qui avait lui-même des structures des presses pour pouvoir faire justement des techniques d'impression. J'ai été aussi dans les pays baltes, et puis là j'ai rencontré un bonhomme assez extraordinaire qui était un artiste, mais en même temps c'était le fondateur de Taekwondo en Lettonie. Et il avait une presse et il avait une pierre pour faire de la lithographie. Parce qu'on parle de la lithographie, mais on oublie que la lithographie c'est la pierre. Et que, en fait, les pierres les plus célèbres sont les pierres de Bavière. Et j'ai eu la chance d'avoir avec ce monsieur-là qui avait construit toute la presse lui-même, sauf évidemment la pierre. La pierre venait de Bavière de 1930. Et une pierre de lithographie, ça nécessite à chaque passage de couleur un nettoyage sans altérer la pierre elle-même, parce que si on l'altère, évidemment, ça va altérer les futures impressions. Donc c'est ces rencontres qui m'ont permis d'évoluer dans mon œuvre, de vous permettre, avec certains fils conducteurs, mais ça m'a permis effectivement de Est-ce que vous diriez que l'art de chacun des pays que vous avez visités vous a inspiré, touché? Absolument, absolument. Par exemple, dans les pays baltes, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pays qui, pendant l'hiver, ont 4 heures de lumière. Donc j'ai essayé de trouver une formule, puis j'ai essayé de trouver un des tableaux, mais il y a un des tableaux ici où effectivement, on pourrait presque, je dirais pas le voir dans le noir, mais en tout cas, avec une faible lumière, on arriverait à le déterminer, parce que justement, la lumière étant faible, étant seulement pendant 4 heures, j'essayais de compenser, de faire des effets pour que le tableau soit vraiment lumineux. Alors c'est évident qu'effectivement les inspirations, le monde arabe aussi, j'ai eu la chance d'être à Jérusalem, j'ai eu la chance d'être justement au Soudan, où j'ai rencontré, curieusement les gens ne le savent pas, mais il y a de très grands artistes, de très bons artistes au Soudan. Et j'ai essayé d'être initié, je me suis initié, auto-initié à la calligraphie arabe, même si je ne parle pas arabe, je n'écris pas arabe. Et j'ai réussi même un petit exploit avec un tableau à faire superposer le mot homme, femme et amour sur la même calligraphie. Ce qui est un exercice assez étonnant de calligraphie pour un non-calligraphe, un non quelqu'un qui ne parle ni l'arabe, ni l'écrit. Donc c'était quand même assez étonnant de faire ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, les œuvres qu'on retrouve ici ont été créées dans différents pays. Oui, puis elles survolent une période en fait de 30 ans. C'est pour ça que c'est une rétrospective. On a mis l'inspiration, parce qu'évidemment, comme on a dit tantôt, chacun des pays et ses rencontres m'ont inspiré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une rétrospective et que je tenais à faire dans Charlevoix, puisque nous habitons maintenant de façon définitive et toute l'année à la Malbaie. Donc nous avons été ici pendant 28 étés, mais parce que nous avions une maison d'été, et là nous avons décidé de nous installer. Puis je trouvais que c'était important de faire cette exposition rétrospective ici dans Charlevoix, et en particulier à Baie-Saint-Paul, qui a eu la gentillesse d'accueillir cette exposition. Ah, mais on se trouve très privilégié d'avoir vos œuvres ici. Mais moi, je me trouve très privilégié. Donc, pour nous, Charlevoix, ça a toujours été un concentré de bonheur. Alors, j'essaie de partager ce bonheur-là avec les gens qui visiteront l'expo, que j'espère nombreux. Est-ce que vous voulez me parler un peu des techniques qu'on retrouve? Vous avez parlé tantôt d'impression, mais est-ce qu'on travaille plus l'encre? Est-ce qu'on travaille plus l'huile? Quelle est votre façon de procéder quand vous faites un tableau? La première œuvre, j'ai voulu justement montrer un exemple de plume, et avec ce concept de la Renaissance qu'on appelle une vanité. Une vanité, en fait, dans une période de renaissance après le long Moyen-Âge sombre, où il y a eu beaucoup d'épidémies. On a parlé des vanités. Une vanité, c'était pour montrer la vanité de la vie, c'est-à-dire que tout est vain. Et on montrait donc un corps, mi-corps, on voyait les muscles, on voyait les os, pour montrer que la vie, en fait, n'est que vanité. Et donc, j'ai commencé avec cette œuvre-là qui explique justement mon lien, d'un côté avec la bande dessinée, avec le dessin très fin, et de l'autre côté, c'est l'impact de la Renaissance. Ça, c'est le début, c'est la plume. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années avec intérêt. Après ça, je vais sur l'influence des pays. J'ai été dans le Pacifique Sud, j'ai été en Afrique, on a passé 15 ans en Afrique,
et sur les arts premiers. Et dans les arts premiers, il y a justement la fertilité, la fécondité. Donc, j'ai fait beaucoup de tableaux d'huile. J'ai jamais utilisé pour la peinture d'autres médiums que l'huile. Okay. J'aime beaucoup l'huile, sa finesse. Mais je suis arrivé progressivement sur des couleurs primaires, dont le bleu, j'aime beaucoup, qu'on appelle le bleu de France. C'est-à-dire ça n'a aucun rapport avec mes origines, ou le bleu royal. Donc la peinture à l'huile, on va voir beaucoup de la peinture à l'huile. Le bronze, comme j'ai dit, ça c'est l'Afrique, c'est le Congo, sur base de médium en argile. C'est-à-dire que je faisais la sculpture en argile et elle était fondue avec des méthodes excessivement artisanales, mais qui produisaient des résultats parfaits. Et au Burkina Faso aussi, où j'ai continué la sculpture, mais là avec comme médium la cire, en fait de la cire d'abeille. Oui. On a des cires d'abeilles sauvages, puis là-dedans on faisait la sculpture et produisait. Donc ça c'est les médiums. Et puis un petit supplément qui n'était pas prévu, c'est que sur des œuvres lithographiques que j'avais faites dans les pays baltes, à Riga, j'ai demandé à une professionnelle de me faire une tapisserie sur le modèle. Donc là dans l'exposition, on va voir la lithographie, qui est en soi intéressant, et la tapisserie qui a été faite. Oui, oui. Puis bon, il y a, disons, 2 petits suppléments à l'exposition aussi, en plus de ce supplément que je viens de passer. C'est qu'il y a un supplément un peu politique, mais ça c'est dû à ma carrière diplomatique, donc je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y en a un qui était en lien avec la guerre d'Irak, qui est une colombe de la paix avec une larme en sang. Ça c'était un rapport avec la guerre. Et puis il y en a un que j'avais fait à Jérusalem, où j'appelle « Je suis là », qui est en 3 langues, en hébreu, en arabe et en français. J'aurais pu mettre en anglais, en anglais, français, j'ai mis en français. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui parlaient le français dans cette région-là du monde. Alors ça, c'est mes 2 suppléments, mais c'est mon supplément politique. Oui, oui. Puis un supplément émotif, si on peut dire, puisque nous étions en Haïti pendant le tremblement de terre. Donc on a un tableau particulier qui m'est très cher personnellement, qui est le palais présidentiel éclaté. Et même un petit morceau de gravat, parce que malheureusement, après le tremblement de terre, des gravats, il y en avait partout. Donc j'ai voulu, ça c'était ma façon d'exprimer le... Donc vous avez récupéré une partie du palais oui, et vous l'avez intégré. Je ne pense pas qu'Haïti m'en voudra, ce sera trésor national, mais je voulais l'intégrer dans le tableau parce que c'était important d'exprimer quelque chose suite au tremblement de terre. Je voulais absolument. Et l'encadrement d'ailleurs a été fait par un artiste haïtien et je trouvais que c'était important. Il y a aussi un autre tableau qui vient d'Haïti qui est plus en rapport avec la culture vaudou, qui s'appelle Mami Wata. Et Mami Wata, dans la culture vaudou, c'est la déesse mère. Alors comme on est près de la mer ici, c'est important. Alors elle est aussi bien le bien dans le sens de la générosité de la mer que le mal dans le sens que la dureté de la mer, les tempêtes, tout ça. Mais c'est une déesse très importante dans la culture vaudou. C'est vraiment intéressant de discuter avec vous, M. Rossetti. On pourrait vous parler à peu près 4 heures sur chaque tableau. Mais franchement, ça a été très inspirant d'avoir cette conversation-là avec vous. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre votre travail, les œuvres qui sont présentées ici. Sincèrement, je vous remercie. C'est avec un grand plaisir. On invite le public à venir voir votre travail. Moi aussi. En tout cas, c'est une autre rencontre. J'espère. Tout à fait. Merci beaucoup.
Alors, la seconde exposition que j'ai la chance de présenter aujourd'hui se nomme Pastis, pétanque et fumigène. Et ce sont les œuvres de M. Marco Pilotto qui sont présentées dans cette exposition. Bonjour, M. Pilotto. Bonjour. Heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Pour moi également. Parlez-moi donc de qu'est-ce que la peinture représente pour vous dans votre vie. La peinture est apparue un peu avec mon accident, enfin de retrouver ma mobilité. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours été axé vers les arts plastiques. J'ai grandi dans un milieu où est-ce qu'il y avait de l'art, dans la résidence chez mes parents. Et puis, la peinture est venue parce qu'il fallait passer du temps, parce que je devais retrouver disons, ce que je faisais, dessiner, les croquis, tout ce qui était l'illustration. Et puis, la peinture est venue automatiquement venir meubler ma vie. OK. Donc, si je comprends bien, c'est une passion, mais de deuxième partie de votre vie. Oui, tout à fait. C'est l'extension. Dans le fond, j'ai toujours dessiné, crayonné, fait du bricolage, mais jamais accompli d'œuvre finie, hormis mes travaux d'école. OK. Et puis, la peinture est apparue comme un nouveau challenge. Donc, de commencer quelque chose et d'arriver à le finir. Ce qui était vraiment nouveau pour moi. OK. Donc là, ça fait combien d'années que... Ça fait 10 ans que, disons, que je le fais en exposant et en travaillant. J'ai commencé, ça fait 15 ans que je suis en fauteuil, là. Donc, automatiquement, lorsque je me suis retrouvé en fauteuil, il a fallu que je meuble mon temps et puis retrouver, reconquérir ce qui était mes passions, qui était le dessin, le croquis. Donc, les pinceaux sont apparus avec les toiles. OK. Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte, la peinture, dans votre vie? Bien, ça m'apporte beaucoup de bonheur parce que je le fais vraiment avec joie, avec enthousiasme. Et c'est une réalisation, dans le fond. Chaque toile est un défi de démarrer quelque chose à partir d'un croquis, d'une idée, parce que je ne travaille jamais sans photo, modèle. Tout vient complètement de votre imagination. De mon imaginaire. Ça peut être inspiré par une chanson, par vraiment quelque chose qui vient, un flash le soir. Okay. Puis le lendemain, je fais quelques croquis, puis j'exécute direct sur la toile. Ah, OK, génial. Et puis, est-ce qu'il y a des embûches, est-ce que le fait de votre limitation, ça vous amène des défis particuliers? Oui, tout à fait. Là, le fait que mes mains sont paralysées, je suis un tétraplégique, donc je n'ai pas de préhension. Donc déjà là, pour moi, tenir un pinceau, je ne peux pas. J'utilise une orthèse dans laquelle j'insère le pinceau, donc je peins avec le bras et non avec la dextérité de mes doigts. Il y a aussi plusieurs aspects, ne serait-ce que de dévisser les tubes, appliquer, mélanger, nettoyer, et la dimension des pinceaux que je peux utiliser, parce que l'orthèse me limite à un pinceau environ d'un pouce, un pouce et quart. Donc, faire des grandes toiles, faire des applications, la pression que je dois mettre aussi sur le pinceau, je ne peux pas travailler avec des textures épaisses. Donc, il y a beaucoup de couches, je dois repasser plusieurs fois pour obtenir le rendu. Ouais, c'est vraiment une toute autre technique que vous avez dû développer. Ah, j'ai développé vraiment, comme on dit, from scratch, de rien, puis d'appliquer essai-erreur. Puis c'est ce qui me passionne, c'est que je redécouvre à chaque fois que je fais un travail, je découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'utiliser des pinceaux ou de mélanger mes couleurs ou les textures pour arriver à des résultats qui sont toujours de plus en plus appréciés par mes fans. Oui, qui doivent être nombreux. Donc, si je comprends bien, à chaque œuvre, c'est un peu plus facile, par contre, parce que la technique est plus maîtrisée. Je dirais pas plus facile, parce que je pense que tous les peintres ou artistes, une œuvre n'est jamais terminée. Hein, on n'arrive jamais à dire qu'elle est terminée. On recherche toujours quelque chose qui nous éblouit, ou enfin qui nous fait plaisir. Il faut la pousser de côté puis retomber dans d'autres choses. Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'on parle un petit peu des œuvres. J'ai remarqué dans votre exposition qu'il y en a plusieurs où vous vous mettez en scène. Oui, je pense que c'est une façon de me transposer. Dans le fond, mon immobilité, avant, j'étais une personne excessivement active, sportive, je bougeais beaucoup, je voyageais beaucoup. Bon, de se retrouver en fauteuil, tu as la limitation de l'espace, des lieux accessibles. Puis tu dois passer beaucoup de temps à occuper, puisqu'on est un peu en marge de la société. Donc, oui, la peinture, enfin, mon travail fait que je m'évade à travers ça.
C'est comme une transposition. C'est vraiment génial. Oui, oui. Et on vous reconnaît très bien. Oui, ça m'amuse. Ça m'amuse. Je trouve ça très agréable aussi de faire le monde de Marco Piloto. Ben, moi, je pense que c'est important. Enfin, dans mon travail, je le prends au sérieux, ce que je fais, mais moi, je ne me prends pas au sérieux moi-même. Donc, je m'amuse. Tant que je trouve de la joie, du bonheur à faire ce que je fais. Je trouve que je n'ai pas de limite. Je ne suis pas cantonné dans un style, une thématique. Je n'essaie pas de chercher ça. Les choses viennent spontanément. Bon, c'est sûr qu'il y a des sujets qui reviennent parce qu'ils me sont chers ou j'adore les exploiter, mais j'en fais pas, disons... c'est quoi les sujets qui reviennent le plus souvent? Bon, la pétanque, Marseille ou la Provence, parce que c'est les influences de ma famille. Mon père est marseillais, donc on a côtoyé l'odeur de la lavande et du Ricard. Donc ça revient, jouer à la pétanque, se regrouper. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment une partie de ma vie. Après, il y a l'autre côté, le fait que j'ai grandi au Québec et qu'on est quand même québécois, le camping, les lacs, les verchères, enfin se promener, ça a été... c'est aussi quelque chose que j'aime bien, tu sais. Après, bon, j'ai développé toutes sortes de thèmes, comme les vues de drone que j'applique, des scènes sportives. Mais disons que je suis un peu un touche-à-tout. L'important, c'est vraiment que ça part de ma tête, quelque chose qui m'allume, que j'ai envie d'exprimer. Puis, tout à fait. J'avoue, les œuvres où c'est une vue de plongée par-dessus, c'est très rare. J'avais vraiment rarement vu ça. Ça vous a permis vraiment de travailler les œuvres ça change le style, la vision. Puis si les gens, ils aiment ça, parce que justement, c'est un point de vue différent. Tout à fait, c'est super original. Puis ça définit un style vraiment que on ne peut pas prendre, on ne peut pas copier. On doit complètement l'imaginer, que ce soit... au niveau du mouvement, la vitesse, les couleurs, les ombres. Donc, c'est vraiment un bon challenge. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, comment vous le percevez, votre travail? Oh, mon travail, avant tout, c'est du plaisir. C'est vraiment... ça me plaît de peindre. Le soir, je me couche, puis j'aimerais être levé pour peindre. Puis j'ai hâte de me lever pour peindre. Donc c'est une passion. Oui, bien, ça l'a toujours été. J'ai toujours, petit, dessiné tard la nuit, me lever. Ma mère me disait, bien, va jouer avec tes amis. Non, mais je restais là, à dessiner, à bricoler. Ça a toujours été une partie de ma personnalité. Et puis, je suis content de l'avoir retrouvé parce que quand est arrivé l'accident, j'étais vraiment complètement immobilisé. Et puis, j'ai retrouvé ma mobilité. Puis, mon objectif premier, c'était réellement de dessiner. Et ça a pris plusieurs années avant que je puisse trouver l'orthèse qui me permettait de tenir les crayons et varier, pouvoir disons, interchanger facilement moi-même les pinceaux. Oui. Tantôt, quand vous avez parlé de pinceaux, vous aviez dit que les gros, vous ne pouviez pas les utiliser, mais les tout petits non plus, probablement. Non, les petits, je peux, parce que je peux les enrouler de masking tape ou de duct tape, puis rendre le diamètre qui fait qu'elles se coincent dans mon orteil. C'est génial. Ouais, vous avez trouvé de la géniosité dans tout ça. Oui, la créativité, là, ça, c'est mon autre côté, là, de pouvoir, c'est ça, bricoler puis arriver à ses fins. Ah oui. C'est le fun aussi, vos couleurs, hein, qui sont vraiment des couleurs vives. Il y a beaucoup de mouvements dans votre travail. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration particulières? Bien, l'inspiration, elle vient souvent de la musique, souvent des choses que j'ai entendues dans ma vie, que ce soit les lettres de mon moulin, j'ai représenté ici la chef de M. Séguin, ou que ce soit les parties de pétanque, c'est les vieux films de Fernandel qu'on a vus, donc c'est des choses qui sont dans ma tête. Mais souvent la musique, parce que j'écoute beaucoup de musique, et ça peut être une parole, une phrase. J'ai travaillé sur le texte d'Arthur Rimbaud qui a été chanté par Robert Charlebois, Sensation. Et puis, ça m'a inspiré à peindre un ou deux tableaux qu'on voit ici dans l'exposition. Okay. Donc, c'est des choses comme ça qui apparaissent. Ça peut être Serge Fleury ou un autre. Là. Des fois, c'est une phrase dans une chanson qui me donne une image et puis que j'ai envie de la mettre sur toile. Ah, c'est vraiment génial. Hey, merci beaucoup, M. Piloto. Je te remercie. On invite les gens, bien sûr, à venir voir votre exposition. Oui, venez voir, amusez-vous. Et puis, c'est ici jusqu'au 15 septembre. Est-ce qu'il y a moyen de voir votre travail sur Internet? Oui, sur Internet, j'ai un blog. Je pense que les gens peuvent facilement googliser mon nom et puis trouver un paquet de points de vue. Les images sont là, aussi à la Galerie Mont-Sainte-Anne, chez Giovanni Girometta, qui a été mon premier mentor, très important. Donc,
je pense que d'arriver à Baie-Saint-Paul, ben, c'est prometteur aussi, parce que c'est une grande source d'inspiration. Ah, c'est vrai, vous êtes un nouveau résident. Oui, c'est ça maintenant, c'est ça. Je peux me faire partie du groupe des artistes de Baie-Saint-Paul. Ah, c'est génial. Oui, c'est agréable. Merci. Hey, merci beaucoup, puis bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci. Que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui se nomme Regard sur Félix-Antoine Savard et c'est le Centre d'archives régional de Charlevoix qui nous présente, qui nous fait l'honneur de nous sortir leurs archives sur Monseigneur Félix-Antoine Savard. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi Christelle Lavoie, qui est la directrice du Centre d'archives, et M. Rosaire Tremblay, qui est son recherchiste et acolyte. Bras droit. Elle est aussi archiviste, hein? Il ne faut pas oublier ça. Elle est directrice, mais c'est notre archiviste en titre au Centre d'archives. Alors, il ne faut pas ignorer ce titre-là. Hein? Vous avez raison. Oui. Merci, M. Tremblay. Oh. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous commencer par nous rappeler qu'est-ce que le Centre d'archives exactement? Oui, bien, le Centre d'archives, c'est un organisme à but non lucratif. Et puis, c'est un SAPA, donc un service d'archives privé agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, à ce titre-là, on fait partie d'un réseau provincial là, qui compte 42 services d'archives. Et puis, c'est ça, notre mission, c'est de faire l'acquisition, le traitement, la conservation et la diffusion des archives privées de la région de Charlevoix. Donc, c'est sûr que quand on fait une exposition comme celle-là, ça fait partie de la diffusion. Oui, de votre mandat de diffusion. Ce qui veut dire qu'un particulier, quelqu'un dans la région de Charlevoix qui a des albums photos, des documents de famille, des vieux contrats, n'importe quoi qui a trait, mais qui sont privés, on a le mandat de les récupérer et de les mettre en valeur, surtout de les conserver dans des conditions optimales. Hein? C'est ça aussi. Oui, dans vos voûtes. Parce que notre voûte de sécurité est selon les normes d'archivistique, hein, Christelle, et puis bon, on répond absolument à tout ce que les Archives nationales commandent comme exigence, évidemment. Avec un environnement contrôlé, avec température et humidité contrôlée. Sécurité contre le feu, et bref, les gens ont l'assurance que leurs documents sont bien conservés. Donc, c'est vraiment un beau service offert à la population. Un peu trop méconnu, je te dirais, Pascal, parce que dans Charlevoix, on le dit souvent, Christelle, moi et nos membres du conseil d'administration, qu'il y a un centre d'archives pour conserver nos documents anciens, précieux, mais très peu de gens le savent. On profite de cette belle tribune là, qui nous est offerte pour le dire aux gens de Charlevoix, là, puis desservis par TVCO, que, bon, venez nous voir.
On va vous expliquer, on va nous montrer, on va vous montrer nos équipements. Hein, on est là pour ça. Et puis, ça met les gens en confiance quand on voit notre voûte de sécurité. C'est absolument l'argument, moi, que je considère comme étant marteau pour convaincre les gens de déposer chez nous leurs documents. Oui. Et même les gens qui croient que leurs documents ont peut-être aucune valeur, c'est peut-être une bonne idée d'aller vous les montrer avant que vous décidiez si ça a une valeur historique ou à long terme. Ben oui, c'est sûr qu'avant de jeter des documents, c'est préférable de venir nous les montrer. Tout document peut avoir un certain intérêt, hein, parce que je me rappelle, il y a quelques années, moi j'étais étudiant, puis j'avais travaillé aux Archives nationales du Canada à Ottawa, puis on collectionnait des photos anonymes, OK, non identifiées, des photos quelconques, mais qu'on conservait, sais-tu pourquoi? Que pour les vêtements que les personnes portent sur les photos. Alors, on analyse les chapeaux, le vêtement, les chaussures, peu importe, alors, ou des équipements de l'environnement autour. Et il y a un intérêt d'archivistique à cause de ça, même si la photo est anonyme. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter de vieux documents, de vieilles photos, de vieux contrats, quand même que ça ne concerne pas la famille, mais c'est peut-être des contrats qui concernent des bouts de terrain, hein, des lots de Charlevoix. Alors, il ne faut pas jeter de vieux documents. Surtout pas. Merci beaucoup. Je crois que ça va être utile. Le message est passé. Oui. Donc là, si on venait à l'exposition ici, qu'est-ce qu'on a présentement? C'est ça, comme tu l'as dit tantôt, notre exposition, c'est Regards sur Félix-Antoine Savard. On a mis Regard avec un S parce qu'on voulait mettre en évidence les différentes facettes de la vie de Monseigneur Savard. On sait qu'il a porté plusieurs chapeaux tout au long de sa vie et c'est là-dessus qu'on voulait mettre l'accent. Donc, on parle de l'homme d'Église, de l'enseignant, de l'écrivain, du poète, du colonisateur. Ça, de l'ethnologue. De l'ethnologue, c'est vrai. Hein, de l'ethnologue. Il y avait plusieurs titres, hein, sur Monseigneur Savard. Oui, entrepreneur qui a fondé la papeterie Saint-Gilles. Et le colonisateur. Oui, c'est Faut ça, pas on était l'oublier. rendu là. Hein? La colonisateur de la ville de Clermont, je crois. Non, fondateur. Fondateur de en la 35, ville de Clermont. en 1935. C'est à partir de là qu'il a fondé 2 nouvelles paroisses en Abitibi, avec des gens de Charlevoix, de Clermont en particulier. Et de Baie-Saint-Paul. Ouais. Donc, colonisateur de l'Abitibi. On retrouve d'ailleurs 2 photos ici dans l'exposition qui rappellent le départ de familles d'ici vers des terres de colonisation en Abitibi. Il y a 2 photos dans la section colonisation que les gens pourront voir là-dessus. Oui. Et ce qui est spécial, je ne sais pas si Christelle voulait te le dire, mais on a sa chapelle de colonisation. Qu'est-ce qu'une chapelle de colonisation? Expliquez-moi. C'est que c'est un prêtre. Et en allant reconduire ses ouailles vers les villages de fondation en Abitibi, il faut qu'il s'amène aussi comme prêtre sur le terrain. Alors, il a sa chapelle qu'il récupère dans un poste de colonisation, un bureau de colonisation qui est à Québec. Et puis, il part avec, mais là-dedans, il y a tout ce qu'il lui faut pour célébrer les messes de semaine et du dimanche avec l'autel portatif, mais là-bas, en forêt ou en terre de colonisation. Une chapelle itinérante. OK. Donc, si je comprends bien, c'est une valise. Une valise. Où il y a tout à l'intérieur. Tout est là. Pour faire les vases sacrés, le petit autel en marbre, et les prières, le missel et tout ce qu'il lui faut au bout de son bras. Et sa chapelle est itinérante ainsi. C'est assez spécial. OK. Très belle pièce à voir. Oui. Donc là, si on se situait dans le temps, là, Félix-Antoine Savard a été important, a été actif vers quelles années à peu près? Dans plusieurs domaines. Hein. Il a commencé homme d'église, ensuite colonisateur. Donc, je dirais que c'est vraiment tout au long de sa vie. Vers la fin de sa vie, il est décédé en 1982, mais à ce moment-là, il était très investi dans la papeterie Saint-Gilles. Donc, comme fondateur. Ben oui. Donc, on dirait que ses œuvres ont commencé autour de 1930. C'est Menot qui va marquer sa carrière, hein, littéraire. Vraiment littéraire, là, en 1937, avec la publication de Menot, là, qui fait de lui sa notoriété. Il est couronné par l'Académie française, d'ailleurs, hein, à ce moment-là, à cause de Menot. Il va s'en suivre la Minuit et puis la Bâtie, dont on a un manuscrit. Il est ici. On a le manuscrit de la Bâtie. On a même la première édition de Menot. De Menot corrigé de sa main. Ce qui est absolument incroyable. Ouais. Premier galet corrigé de sa main de la première édition de Menot. C'est absolument incroyable. Vraiment. Comme pièce de collection. Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment vous avez réussi à avoir ces pièces-là? De quelle façon c'est... En fait, c'est sa famille? Non. Non, mais en fait, c'est important de le mentionner que tout ce qu'on présente ici dans l'exposition n'a jamais été exposé. Donc, c'est un fonds qu'on a recueilli en 2016
et qui se trouvait, c'est un sauvetage qui se trouvait dans la maison de Monseigneur Savard. Tu peux peut-être en parler? Oui, bien écoute, j'étais un petit peu le sauveteur, justement, parce qu'elle parle de sauvetage de l'affaire. On a ouï dire qu'il reste encore des choses dans les combles de la maison de Monseigneur Savard. Qui était dans quel coin, la maison de Monseigneur Savard? Aux éboulements, Okay. au pied de la côte, dans la partie des éboulements, et non pas Saint-Joseph-de-la-Rive. En passant, Monseigneur Savard était résident des éboulements. OK. Quelques mètres plus loin, c'était Saint-Joseph-de-la-Rive, mais lui était aux éboulements. Bon, petite correction géographique. Oui. Mais donc, dans cette maison-là, depuis son décès en 82, l'Université Laval avait récupéré une bonne partie de son fonds, mais il restait des choses dans les combles. Et là, je suis mis un peu au parfum de l'affaire, et voilà que je me suis mis à vouloir récupérer ça. Et la suite, on a récupéré un fonds absolument incroyable de tous ces documents. Tout ça c'est était une caché dans infime les combles Oui. de son ancienne maison, Voilà. mais c'est extraordinaire. Mais ça, c'est une infime partie, là, Pascal. Quand on regarde le volume de De ce mètres qu'on a, linéaires c'est de ça. ce qu'on a, c'est absolument une infime partie. Donc, ce Alors, grenier-là était plein à craquer, si je comprends bien. c'était un processus de rénovation qui a conduit à cette investigation des combles pour rénover la maison. Et puis, bon, là, je suis mis en contact avec les gens qui sont propriétaires en France. Et puis, ben voilà, la suite déboule. Et puis, bon, on nous donne au centre d'archives l'ensemble de tout ce qui s'y trouve dans la maison, au Et niveau ce qui est archives. extraordinaire aussi, c'est la qualité. Ils sont restés d'excellentes, sont vraiment restés, c'est d'excellente qualité, là. Oui, bien, c'est En sûr bon état? qu'il y a certaines marques du temps, là, mais étant donné les circonstances dans lesquelles elles ont été conservées depuis 1982, oui, ils sont en bonne qualité. Ils sont en Des bon objets état. personnels très intéressants, comme ses plumes d'écriture, son plumier, son encrier, plein de petits objets personnels comme ça, qui sont quand même assez intéressants. Et je pense que la force aussi de notre fonds qu'on conserve, c'est la correspondance. Hein? Oui, Une effectivement. une riche correspondance avec les plus grands du Québec et du Canada de l'époque. Nommez-moi là. quelques gens célèbres. Maurice Duplessis. Maurice Duplessis. On en a 2 ou 3 lettres de lui dans l'exposition. Octave Crémazie, et puis, bon, et surtout Marius Barbeau. Marius Barbeau, Luc Marius Lacourcière. Barbeau. Et aussi une correspondance avec sa famille, avec ses parents, sa mère, son père, ses sœurs, OK. alors qu'il fait ses études. C'est très Ouais. intéressant. La nostalgie de l'extérieur quand il écrit à sa mère, plein de correspondances avec sa famille, c'est absolument incroyable. Donc là, je vois que son travail est très, très vaste. Comment vous avez réussi C'est un homme à montrer 360 degrés, Monseigneur Savard, que je pourrais décrire. OK. tu sais. Mais comment vous avez réussi à en faire une exposition? Vous l'avez séparé par thème ici Oui. ou par époque? Oui, Ou c'est comment ça. vous y avez été? Bien, en fait, les thèmes sont chronologiques. Hein, donc, on commence avec l'homme d'Église. Ensuite, il décide de quitter la vie ministérielle pour l'enseignement à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment en ordre chronologique. C'est des parties de sa vie. OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est la section fondateur de la ville de Clermont. À l'époque, le village de Clermont, avec les plans de la première église qu'il demande de dessiner selon sa vision de la première église de Clermont, qui est originale, et l'original est là, Oui, tu sais, oui. exposé ici. Ça, c'est le fun, hein, le côté fondateur de Clermont. Puis c'est lui qui a donné le nom de Clermont en passant. Hein. Il dit Clermont, pourquoi, par exemple? Ah, il dit ici, là, en fondant sa paroisse, les monts, il me semblent clairs. Il y a de la lumière. C'est joli. Et puis, d'où la dérivation de Clermont. C'est comme ça que le nom de la ville est né. OK, Mm. OK. Alors, Monseigneur Savard, c'est un des beaux aspects que nous traitons ici. Et un artefact peu banal. Tu peux en parler, Christelle, qui est là. Ah oui, la chaise. Hein? La chaise de Menot. Onésime Godreau. Qu'est-ce que Hein? la chaise de Menot? Ben, en fait, c'est une chaise qui a été trouvée dans la maison de celui qu'on appelait Menot, qui a inspiré Monseigneur Savard là, dans la publication. Onésime Godreau, De son Ok. œuvre. de son vrai nom. Qui était un homme Qui de était- Charlevoix? Qui était un Oui, homme de Notre-Dame. Saint-Aimé. Saint-Aimé? Oui, Saint-Aimé? Saint-Aimé-des-Lacs. OK. Donc, Et puis, c'est lui qui l'a inspiré pour faire son personnage, mais on a sa chaise sur laquelle il s'assoyait à tous les jours. Ouais, wow. C'est original, ça. Donc, non seulement vous avez des choses de Monseigneur Félix-Antoine Savard, mais aussi des choses... Autour. C'est ça qui gravite, Qui gravite autour, ouais. de son inspiration ou de sa vie, là, si je comprends bien. Donc, si on revenait au centre d'archives, je pense que vous êtes présentement en campagne de financement. Oui, bien c'est sûr que nous, nos services sont toujours gratuits.
Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'une campagne de financement là, pour nous aider à conserver la gratuité. On fait le tirage d'une œuvre d'art, une œuvre de Jean-François Racine. Wow. Donc, les billets sont en vente au coût de 20 là, au centre d'archives ou auprès des membres du conseil d'administration. OK. Donc, on peut vous contacter au centre d'archives Oui. pour avoir des billets. Exactement. Avez-vous un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler? Oui, 435-34-43. En nombre limité, hein, seulement Oui. 400 billets d'émis, alors ça augmente OK. les chances. Et c'est un tableau donc de très belle qualité, près de 2000 $ cette Oui. année, hein, autour de Une 2000 valeur $ encadré. Alors ça encourage le centre, ça nous supporte Ah oui. dans nos fins d'archivistique. Hein, ça sert pour la cause des conservations des archives, il faut le dire. Hein. Ça ne paye pas des salaires, mais c'est pour interpréter puis acheter du matériel d'archivistique surtout. Alors c'est un encouragement qu'on demande aux gens du milieu. À chaque année, ça va très bien, mais là, on est en phase, là, deuxième partie hein, de notre Deuxième campagne partie, annuelle. oui. Deuxième partie à peu près à ce moment-ci. OK. Le tirage est en octobre. En octobre. OK. Donc, il Ouais. reste quelques mois, mais quand même, c'est le temps. Il faut se procurer les Oui. derniers quelques billets qui restent là. C'est génial. Puis c'est vraiment pour une bonne cause. Oui, en ça effet. vaut la peine. Monsieur Tremblay, tout à l'heure, on a discuté avant de commencer l'entrevue, puis vous m'aviez dit que le fonds que vous avez est un des fonds importants sur Félix-Antoine Savard, mais qu'il y en a probablement d'autres. Oui, il y en a d'autres. Un premier qui avait été récupéré à aux Éboulements, dans sa maison, par l'Université Laval avant son décès. Il avait fait un legs à l'Université Laval, donc c'est aux Archives nationales du Québec, mais en passant par l'Université Laval. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Et un autre fonds qui est à Chicoutimi, OK? où il a enseigné au séminaire de Chicoutimi pendant ses premières années d'enseignement. Christelle en parlait. Il a commencé comme enseignant et il y a un fonds assez important à Chicoutimi aussi. Et nous, on a la troisième partie. En termes de volume, d'importance, je ne saurais pas comparer. Je ne sais pas si Christelle le sait, je sais Non, pas, je mais ne pourrais pas dire. c'est embêtant de le dire parce qu'on n'a pas analysé les deux autres fonds, mais il en existe maintenant un troisième avec le nôtre ici dans Charlevoix. OK. En tout cas, c'est vraiment une collection impressionnante. Hein. Vous Ouais, avez un nombre d'œuvres vraiment immense. Je pense que de tous des trois fonds, on touche vraiment à plusieurs sphères de sa vie. Donc, on a autant des choses sur la colonisation de l'Abitibi que sur la littérature, ses études. On a une photo de Monseigneur Savard à 10 ans. Oh, wow. Donc, on touche quand même... Probablement la seule photo connue originale de Monseigneur Savard en bas âge. Hein? Moi, je pense, comme Christelle aussi, que l'autre fonds qui est sur Québec touche davantage l'homme littéraire, l'homme de lettres. Alors que nous, on a son 360 degrés, comme je disais précédemment. Ah, c'est On a toutes ces extraordinaire, sphères. hein? C'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est vraiment Absolument. un privilège hein, Oui. d'avoir ça ici au Mais Carrefour il culturel. dessinait pour le aussi. public, hein. Il dessinait. Puis on a une banque de dessins originaux là, de Monseigneur Savard, quand même intéressant. On ne les a pas exposés ici, mais on a des dessins de sa main, dont un ici, là, d'ailleurs, qui est juste OK. sur ma droite. Là. Ah oui. OK. Alors, c'est absolument très riche. Wow. Franchement, on invite le public à venir voir ça. C'est un privilège d'avoir accès à ces documents. C'est une magnifique exposition. Jusqu'au Jusqu'au 15 septembre. 15 septembre. Donc, je Merci vous de me le dire. Ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci, Pascal. Merci, Normand, la technique.
patrimoine en tant que porteur de tradition qui est honoré aujourd'hui dans l'exposition. C'est Mme Diane Dufour, qui est acéricultrice. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour, enchantée. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Pour vrai, c'est un gros prix que vous avez reçu. Qu'est-ce que ça fait d'être nommé porteur de tradition pour vous? Bien, quand je l'ai su, j'ai resté surprise parce que je ne pensais pas que j'allais m'amener à embarquer là-dedans. Non, c'était le fun. C'est comme revalorisant. Est-ce que vous le saviez que quelqu'un avait nommé... Il me l'avait dit, mais moi, je pensais que c'était comme ça, passer dans le beurre. Je ne pensais pas d'aller plus loin. Là. OK. Fait que, non, c'était le fun. Ça donne un petit regain. Je comprends. Oui, oui. Parlez-moi donc justement de qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez été nommé. Qu'est-ce que vous avez, vous, de particulier, là, qui permet d'être... D'être ça? Oui, d'être un porteur de tradition. Moi, ben, c'est parce que moi, j'ai acquis l'érablière de mon père. Puis celui-là qui m'a présenté, là, il y a 2 ans, il est venu faire un tour à une partiture que je faisais. Là. Puis il a trouvé ça pas payé, il a pris des photos et tout. Une année, il a vu passer ça, puis il m'a inscrit. Il me l'a dit après. Ben, c'est pas grave, correct, regarde, on n'ira pas plus loin. Là. Je pensais pas que ça allait aller si loin. C'était le fun. C'était le fun. Donc, vous avez acquis l'érablière de votre père. Oui. Ça faisait plusieurs générations que c'était à votre famille, cette érablière-là? Ben, il y a eu une génération avant, mais c'était pas dans la famille. Mon père a acheté ça, puis ça a resté après. Là, OK. Ouais. Et vous, si je comprends bien, en tant que porteur de tradition, ça veut dire que vous avez montré à d'autres comment... Ben, j'ai montré à mes enfants, mes petits-enfants, puis là, c'est rendu là, OK. À mes petits-enfants, ouais. Puis qu'est-ce que ça a de particulier? Vous travaillez de façon traditionnelle? Oui, nous autres, on n'a pas de... Ben, la cabane n'a pas d'électricité, on est sur le bois, puis fanal, là. On est resté comme à l'ancienne. Ah, oui? Ouais. Puis on n'a pas de... On passe les érables, on n'a pas de tuyaux, là, de rien, de tubules, on n'a pas ça. OK. Puis la chaudière, des chaudières en main, puis on charrie l'eau à mitaine, puis on n'a rien d'ordinaire. Avec les raquettes au printemps? Les raquettes, on cale jusqu'au cou, puis on se relève, on renverse l'eau. C'est pas grave. C'est juste pour le fun. Oui, donc, c'est votre père qui vous a donné cet amour-là. Ben, quand on était jeunes, on charriait l'eau d'érable. Les jeunes, c'est ça qu'ils font d'habitude. OK. Fait que là, c'est à mon tour d'envoyer les jeunes ramasser l'eau. Ils sont moins pesants, eux autres. Pendant que vous vous occupez du feu. Oui, c'est ça. Je chauffe les poêles, puis on continue de diluer l'eau. OK. C'est le fun. Ouais, ça donne un regain. Après ça, on sait que l'été s'en vient, ça fait que c'est le fun. Oui, bien c'est ça. Ouais. donne... Après l'hiver, là, on a comme un petit... c'est beaucoup de travail au printemps quand même. Oui, ça donne un coup à donner. Ça dure peut-être 20 mois et demi, même pas 2 mois, là. C'est pas long. Ouais. Donc, vous faites ça depuis que vous êtes tout petite? Oui, jeune. Bien, c'est sûr qu'on arrêtait de m'amener quand dans l'ado. On a changé de place. Okay. Il n'y a pas de place, mais de donne. Puis là, c'est ça. Mon frère l'a eu après mon père, puis mon frère me l'a vendu. Fait que on a refait une cabane avec mon mari depuis 2000, là, pour dire vraiment là, qu'on est là. OK. Ouais, puis l'avenir, comment vous voyez ça? Est-ce que ça va continuer, cette... Ben, l'avenir, j'espère que ça va continuer dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Mais là, ils ont comme la piqûre. Là. Ils viennent à toutes les années nous aider. Puis tout, là. Vous souhaitez qu'ils continuent de le faire de façon traditionnelle? J'aimerais que ça reste dans la famille. Ouais. Est-ce que le mode est important pour vous? Est-ce que ça vous dérangerait, justement, s'ils mettaient l'électricité dans tout ça? Je pense pas qu'ils montent l'électricité là. Non. C'est un peu loin. Là. OK. À moins qu'ils mettent, je sais pas, à moins qu'il y en ait un qui gagne à l'auto quelque chose, mais je ne penserais pas. Donc, il y a des bonnes chances que ça reste dans l'état... Oui, naturel. Là. Ah, c'est le fun. Ouais. Est-ce que vous avez une réalisation dont vous êtes particulièrement fière? Ben, c'est d'avoir partagé avec mes enfants puis mes petits-enfants. C'est fun, là, parce que comme ma petite fille, elle, quand elle vient, c'est elle qui fait la tire d'érable, c'est elle qui a le monopole de tout ça. C'est sa job. OK. Ouais. Puis mon petit-fils, ben lui, il entend les érables avec son père, puis il charrie l'eau, puis il aime bien ça. Ils ont chacun leurs affaires. Ah oui, c'est vraiment des beaux moments familiales que vous passez grâce avec eux autres, grâce à l'érablière. Oui, ça te fait du bien. Ça donne une raison de se rassembler. Oui, ça donne une raison de continuer, puis on a un avenir au moins, c'est ça, c'est moins compliqué. C'est vrai. Ouais. Hey, merci beaucoup, Mme Dufour. Félicitations. Ça me fait plaisir, pour votre travail. Puis on va sûrement se revoir à m'amener. Bonne journée.
Dufour, qui est lauréat, qui a gagné le prix des porteurs de tradition au prix du patrimoine 2019 en tant que compositeur et interprète de musique folklorique. C'est cela. Bonjour, Bonjour. Monsieur Dufour. Ça va bien? Oui. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Dites-moi donc, qu'est-ce que ça fait que d'être nommé porteur de tradition? Eh, mon Dieu, c'est un peu c'est une surprise, parce que c'est pas nous qui nous présentons, hein, c'est quelqu'un d'autre qui soumet notre nom, notre candidature. Ben non, on est quand même fiers, mais en même temps, on n'est pas les seuls non plus qui font ça, donc on est comme surpris, entre autres, on est surpris de... Ouais. Donc, mais c'est quand même agréable. Pouvez-vous m'en parler des traditions que vous partagez qui vous ont permis de gagner ce prix-là? Avec plaisir. Moi, c'est surtout au niveau du chant et puis des traditions orales, si on veut. Okay. Moi, ça vient de mon enfance, ça vient de... Comme dans toutes les bonnes familles québécoises, où ça chantait, où ça racontait des histoires. Ne serait-ce que dans le temps des fêtes, dans les soupers, dans les moindres soupers, à longueur de journée, dans le fond. Là. OK. Fait que c'est vrai que mon père chantait, puis moi, j'ai repris des vieilles chansons, parce que je trouve ça important, parce que le folklore, dans le fond, c'est que la moindre chanson qui va arrêter d'être chantée, ben, elle va tomber dans l'oubli, elle va tomber dans le... Parce qu'on ne va pas sur Facebook pour trouver ces chansons-là. Là. C'est vraiment de bouche à oreille. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Là. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est des chansons qui venaient vraiment de l'île aux Coudres ou un peu partout au Québec? Un petit peu partout au Québec, je crois, parce que mon père, lui, dans le fond, c'était un ancien bûcheron. Il montait dans les chantiers pour aller bûcher, puis il ramenait des chansons de ce coin-là. Puis il y a des chansons de marins aussi, il y a beaucoup de marins aussi à l'île aux Coudres. Vraiment. Et puis moi, j'allais de maison en maison quand j'étais petit, puis j'entendais chanter ces messieurs-là, puis je trouvais ça impressionnant. Ouais. Donc, de fil en aiguille, j'en suis venu à chanter. Puis, c'est un grand privilège que vous avez côtoyé ces c'est en plein ça. Oui. Mais j'ai aussi entendu dire que vous en composiez de la musique folklorique. Oui, on en compose un petit peu aussi. J'en compose encore, ce qui est plutôt rare. Présentement, c'est beaucoup de chansons qui sont reprises, avec des nouvelles adaptations. On le fait aussi, là. Okay. Mais à l'occasion, ça me tente d'en composer une, donc j'y vais. Est-ce que vous êtes encore inspiré par les mêmes thèmes, la mer, le bois, etc., ou vous y allez... Ben, c'est dur de s'en sortir, je vais dire. Je reste à l'île aux Coudres en plus. Oui. C'est dur de ressortir un peu de ces bases-là. Là. Donc, je veux dire, non, on s'inspire beaucoup de ça encore. Là. Ouais. Ouais, des marins, des vieilles histoires. Ouais. Je pense que dans Charlevoix, vous êtes aussi connu pour une œuvre qui est encore plus vaste, pour les Arthur à Noël. Oui, puis il y a mon groupe, c'est ça, oui. Est-ce que c'est vous qui l'avez construit, ce groupe-là? Oui, je l'ai fait là 15 ans, pour une simple et bonne raison, parce que je trouvais que mon père était vieux. Et puis j'ai dit, le monsieur peut partir d'une journée à l'autre. Fait que j'ai fait ça pour le fun. On va s'appeler les Arthur à Noël, parce que le terme est... Parce que dans le temps, quand j'allais, disons, à la quincaillerie ou à l'épicerie du coin, les messieurs disaient, t'es un petit gars gay, toi? Ben, j'étais un petit gars à Gaston, mais ils te reconnaissaient pas. Il fallait que tu dises, j'étais un petit gars à Gaston, Arthur, à Noël, à Élie. Ah, c'est génial. Et puis elle te reconnaissait. Oui. Fait que c'est pour ça que j'en suis venu à dire, on va s'appeler les Arthur à Noël. Et puis, mon père, ça te tente-tu, tu vas embarquer avec moi? J'ai embarqué mes neveux, mes nièces, justement pour éviter que ces chansons-là ou ce verbe-là ne se perdent dans l'histoire. Quelle bonne idée. Puis en cours de route, il y a des musiciens qui sont joints à nous. Et puis, Ah oui, vous êtes une belle gang. Hein? Ah, une belle gang, c'est le fun. Puis je pense que vous avez aussi un peu à voir avec le Festival Folklore. C'est un autre de mes idées, c'est un autre de mes idées. Justement pour éviter aussi que ça se perde. Parce que dans le fond, il y a beaucoup de festivals de folklore au Québec, mais tu pars dans la maison de la Naudière, si on veut. Dans Joliette, c'est très, très fort. Puis il y avait comme un neutre entre les deux. Tu te rends en Gaspésie, mais aux îles de la Madeleine. Donc entre les deux, il y avait comme un neutre. OK. Puis j'ai décidé, regarde, on a aussi du folklore, on a de quoi dire. Vous avez raison. On a des bons musiciens dans le coin, on a encore beaucoup de joueurs d'accordéon et tout. Ça manquait dans Charlevoix. Et puis c'est ça, fait qu'on a décidé de le faire quand Frédéric aussi, puis Geneviève Jodoin sont installés là au Coudre. Puis on disait, bonne ton idée, pourquoi on le fait pas? Je trouvais ça complexe un peu, mais finalement on s'est lancé, puis ça va notre 5e année. Le 21 septembre, puis ça va quand même bien. Oui, c'est ça, ça augmente à chaque année. Puis la réponse est bonne, on a de la belle, c'est le fun. Y a-t-il une responsabilité qui vient avec le prix que vous avez gagné? J'imagine que oui, mais je la sens pas. C'est génial. Il faut pas se mettre de pression. Mais c'est sûr qu'il y a une responsabilité. Hein. Comment je pourrais dire ça? On passe un message, et puis ce qu'on dit, ne serait-ce qu'au micro, parce que moi j'improvise beaucoup entre les chansons.
je compte pas, je raconte toutes sortes d'histoires. Donc, il faut aussi que ce qu'on dit, mais que ça soit sensé, puis que ça soit... il y a quand même une responsabilité. C'est vrai ce que tu dis à ce niveau-là. Dans le message qui est véhiculé. Là, c'est en plein ça. À ce niveau-là, je pourrais dire oui, il y a une responsabilité. Ouais, mais aussi dans la transmission de la tradition. Ouais. Je crois que là, vous êtes porteur de ça. Parce que je l'ai vraiment dit tout à l'heure, c'est vraiment, je te dis, la moindre chanson qui va arrêter d'être chantée, au bout de 2-3 ans, ça tombe dans l'oubli. Ça tombe dans l'oubli, puis ça va. C'est terminé. C'est vrai. Fait qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a une responsabilité. Donc, d'après vous, ce serait quoi votre plus belle réalisation? Mon garçon, non? C'est une excellente réponse. C'est mon garçon. Ben, dans une réalisation, je pense qu'on le fait tous les jours. Hein, on réalise plein de choses. Puis c'est ça, je pense que la réalisation, c'est ça. Je pense de transmettre encore ces vieilles chansons-là. Je suis fier de ça. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où on peut voir votre travail, où on peut... Nous entendre, hein? Ben, où on peut vous entendre, oui. Ben, c'est sûr qu'au festival, c'est tout le temps notre groupe qui roule le festival le vendredi soir. C'est les Arthur reçoivent, si on veut. Là. OK. C'est toujours différent. Et puis, on a des spectacles. Je chante régulièrement la Fatacine aussi à l'île aux Coudres. Oui, tout à fait. En format réduit. OK. Et puis, à l'occasion, bonjour. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Non, il faut suivre un peu les médias sociaux. On n'est pas cédulé tant que ça précis, là. Mais il faut suivre les médias sociaux, il faut suivre le journal. C'est parfait. C'est ce qu'on va faire. Hey, merci beaucoup, M. Ben, merci à toi, merci de l'avoir invité. Félicitations. C'est très gentil. Ce beau prix. Ce fut vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au vernissage des nouvelles expositions qui sont présentées ici au Carrefour culturel jusqu'au 15 septembre. Soit Un monde d'inspiration de Dominique Rossetti, Pastis pétanque et fumigène de Marco Pilotto et Regard sur Félix-Antoine Savard du Centre d'archives régionales en Charlevoix. Également, comme vous avez vu, il y a l'exposition Hommage aux gagnants 2019 des prix du patrimoine comme porteurs de tradition, donc Mme Diane Dufour et M. Pierre Dufour. Également, du 14 août au 15 septembre, du mercredi au dimanche, je vous invite à venir rencontrer ici un artiste de la Corporation des métiers d'art qui va être sur place pour faire des démonstrations, pour rencontrer le public, montrer son travail. Donc, dans les premières semaines, là, celle du 14 août, on commence avec Jimmy Perron, la semaine suivante, Anne-Marie Blais, on finit ensuite par Jean-François Lettre, et il y en aura d'autres là, pour que ça continue durant 6 semaines jusqu'au 15 septembre, comme je vous ai dit. Bien sûr, on a toujours nos expositions permanentes, hein, le Studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de la région, et Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience sur l'histoire, le patrimoine de Baie-Saint-Paul, mais aussi des villages environnants. Donc, je vous remercie, puis je vous invite à venir nous visiter. Au revoir.